Bonjour à tous. Vous l'aurez sans doute deviné, je ne peux vous parler de notre budget sans parler aussi de la crise sanitaire qui nous secoue. Il serait irresponsable d'en faire autrement. En effet, la pandémie a eu des impacts humains et économiques importants pour nos citoyens, mais aussi pour notre ville. Elle a entraîné des hausses de coûts et des pertes de revenus. Or, malgré cette situation sans précédent, il y a des bonnes nouvelles pour la population de Longueuil dans le budget que nous présentons aujourd'hui. J'aimerais tout d'abord dire à nouveau à quel point je suis fière de notre administration municipale. Je l'ai dit à l'interne, mais je tiens à le répéter publiquement aujourd'hui. Merci à tous les employés municipaux qui, depuis le début de la pandémie, se sont rapidement adaptés à la situation. Ils ont fait preuve de créativité et de souplesse pour maintenir et, dans certains cas, réinventer les services aux citoyens, et ce, dans le respect des nouvelles mesures sanitaires. Ils ont redoublé d'efforts pour limiter les dépenses et les impacts économiques reliés à la COVID-19. Le 2 octobre dernier, j'ai proposé un gel de taxes pour 2021 parce que je croyais qu'en raison de ces temps plus difficiles, nous devions aborder la préparation de ce budget d'abord et avant tout du point de vue des contribuables afin de leur offrir un peu de répit. Et nous avons réussi. Cela grâce, entre autres, à l'aide financière gouvernementale pour atténuer les impacts de la COVID sur les finances municipales, à une augmentation des revenus de plus de 1,4 million grâce à notre développement immobilier, de même qu'aux économies réalisées par l'administration municipale. Malheureusement, la pandémie n'est pas terminée et les défis qu'elle laisse sur son passage s'accumulent quotidiennement. Ce budget responsable et équilibré nous aidera à les relever et à mieux anticiper les impacts financiers qu'elle engendre. À preuve, que ce soit du côté de nos compétences locales ou de nos compétences d'agglomération, nous avons prévu des sommes additionnelles pour couvrir les dépenses associées à cette crise sanitaire, tout en gardant le cap sur les projets prioritaires pour les citoyens. Donc, on peut penser à l'eau potable, les matières résiduelles et les matières organiques, les services en transport en commun, le soutien à la relance à travers le développement économique de l'agglomération de Longueuil. Évidemment, les travaux publics, notamment l'amélioration du déneigement et l'entretien du réseau routier, les parcs, voies cyclables et les espaces publics, et la poursuite de la mise à jour de l'éclairage de rue, pour ne nommer que ceux-là. Conformément au plan de relance économique que j'ai dévoilé en août dernier, nous mettrons en œuvre une gouvernance et un leadership efficaces. Nous offrirons un soutien aux entreprises et aux industries. Nous mettrons en place des initiatives de développement durable et nous investirons dans des projets d'infrastructures publiques. Cela aura un impact positif pour nos entreprises, mais aussi pour l'ensemble de la population. Plus spécifiquement, au niveau des compétences locales, la portion du budget s'élève à 461,1 millions de dollars. Il s'agit d'une hausse de 13,7 millions, soit 3,1 par rapport à 2020. Cette partie locale sera d'ailleurs soumise pour adoption ce soir lors d'une séance extraordinaire du Conseil municipal. Au chapitre des compétences d'agglomération, partie qui a été adoptée jeudi dernier, Longueuil consacrera au budget de 388,6 millions pour répondre aux besoins de quelques 430 000 citoyens répartis dans les 5 villes liées que sont Boucherville, Brossard, Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert. Il s'agit d'une hausse de 11,6 millions, soit 3,1 par rapport à 2020. Alors, malgré les défis et les imprévus qui continueront de se dresser sur notre route en ces temps exceptionnels, j'ai confiance que nous serons prêts à les relever. Maintenant, je suis prêt et disponible à répondre à vos questions. Merci, Madame Parent. Nous allons maintenant procéder donc à la période de questions des journalistes. Je vous rappelle que chaque journaliste a droit à une question et à une sous-question. L'ordre d'intervention a été préalablement établi en fonction de l'ordre d'inscription. Lorsque j'appellerai votre nom tour à tour, n'oubliez pas, s'il vous plaît, d'ouvrir votre micro. J'invite d'abord Juliette Poirot de TVRS à poser sa question et sa sous-question s'il y a lieu. Oui, bonjour Madame Parent, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous entends très bien.
Oui, parfait. Donc, moi, je me demandais, est-ce que pendant qu'on a élaboré ce budget 2021-là, on a réservé des sommes pour le logement social? En fait, le logement social, vous allez comprendre, c'est une compétence d'agglomération et nous sommes en train de travailler sur plusieurs projets en attente évidemment de places qui pourront être rendues disponibles par la Société d'habitation du Québec. D'accord, merci. Puis, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu en quoi ce budget-là va servir pour le plan de relance économique de Longueuil que vous avez présenté il y a quelques semaines? En fait, on garde toujours en tête d'être à l'affût de toutes les initiatives et de garder en place tout ce qui est, je parle du microsite qui est accessible pour les développeurs, notre direction qui est dévouée et dédiée, je dirais, au développement. Donc, les gens qui veulent investir à Longueuil ont une seule porte d'entrée. Évidemment que via DEL, nous avons des sommes qui ont été données par le gouvernement pour justement aider les entreprises, aider les commerces et les PME. Donc, tout ça fait en sorte que nous allons continuer de générer de dire bienvenue à tous ceux qui veulent venir s'installer à Longueuil, mais parce que c'est facile et parce que c'est convivial et parce que nous avons des gestes concrets pour les accueillir, mais aussi les diriger au bon endroit. Merci beaucoup. Merci, Madame Poirot. On poursuit maintenant avec Jean-François Desaulniers de Boom FM. On va poursuivre, revenir plus tard peut-être à M. Desaulniers. On poursuit maintenant avec Ali Dosti du Courrier du Sud. Oui, bonjour. Ma question concerne la situation à l'agglomération. Il y a quelques semaines, vous avez adopté un budget supplémentaire là, pour combler un déficit d'1,6 million pour l'année 2020. Depuis l'année dernière, là, on sait que les surplus sont relativement minces à l'agglomération. Je me demandais si la situation financière de l'agglomération vous inquiète. En fait, ce qui est difficile de concevoir pour l'ensemble des maires de l'agglomération, c'est d'avoir une prévisibilité dans le temps. La pandémie a été le plus bel exemple de qu'est-ce que ça fait quand on n'a pas de réserve assez intéressante pour être capable de faire face à des intempéries qui, on le sait, la pandémie, personne ne pouvait la prévoir, mais je pense que chacune des villes avait dans ses propres budgets certaines réserves pour faire face à la pandémie. L'agglomération en avait très peu, ce qui a fait que nous avons dû faire une quote-part spéciale pour l'ensemble des 5 villes. On a dû le faire parce que c'était une des solutions pour boucler le budget. Mais ce qu'il va falloir réfléchir, et là, on le fait dans certains secteurs, entre autres pour l'eau potable, de prévoir des sommes qui sont annualisées pour être capable, justement, quand on aura des gros investissements à faire, que les sommes soient rendues disponibles. Donc, c'est cette vision-là qu'il va falloir travailler avec le temps, avec les partenaires, pour être en mesure, dans le fond, de se projeter dans le temps et d'être, je dirais, de voir venir des impacts financiers qui sortent de l'ordinaire, mais qui font partie des urgences qu'une grande agglomération comme la nôtre peuvent vivre à tout instant. Merci. Excellent, merci. On va maintenant continuer avec Frédéric Calcal du Journal de Saint-Bruno, Les Versants. Parfait. On va peut-être revenir plus tard à M. Calcal. On poursuit maintenant avec Jeanne Corriveau, Le Devoir. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, pouvez-vous nous décrire un peu les impacts pour l'an prochain de la pandémie en termes de perte de revenus et autres conséquences?
En fait, ce que je peux vous dire, c'est que on a établi en quelque part cet été, à la fin de l'été, que les prévisions, pour le moment, on s'entend, c'était de l'ordre d'à peu près 30 millions de pertes liées à la COVID. Pour l'année 2020, on a déjà considéré comme 11 millions pour arriver à dire, bon, bien, quel impact on a eu en 2020. Et on prévoit en 2019 une somme de 19 millions, plus ou moins 19 millions. Ceci étant dit, tout va dépendre de ce qui va se passer. Est-ce que les pertes de revenus vont continuer de s'accentuer? Est-ce que nos pertes, nos dépenses vont continuer d'augmenter parce qu'on a des dépenses supplémentaires reliées aux mesures sanitaires? Ça, c'est un petit peu plus difficile à prévoir, mais on a considéré dans l'aide gouvernementale un montant d'à peu près 19 millions pour le budget 2021 et on espère que ce sera suffisant pour couvrir les dépenses reliées à la COVID. Et c'est ça, il y avait déjà une part de 6,6 millions qui a été utilisée, je pense, de cette aide-là pour l'année 2020, c'est bien ça? Non, c'est 11 millions pour 2020 et 19, je pense, 0,3 millions là, de mémoire pour 2021. D'accord, merci. Merci, Madame Corriveau. On va maintenant poursuivre avec Simon Deschamps du FM 103.3. Le budget cette année, la préparation du budget cette année, l'exercice a été est-ce que plus périlleux que les années précédentes? Puis j'imagine qu'on se réjouit des efforts qui ont été faits pour arriver à un budget équilibré de la sorte. En fait, je ne suis pas sûre de bien saisir votre question, mais si vous parlez du budget 2021, ce qu'on doit considérer, c'est vraiment l'aide gouvernementale qui nous a donné franchement un coup de pouce considérable parce que le défi était immense quand on a commencé la planification, l'étude du budget 2021. On n'avait pas encore les sommes que le gouvernement allait nous consentir et allait consentir aussi pour le transport collectif. Donc, l'avenue de ces deux annonces-là, en quelque part en septembre-octobre, je ne me souviens pas la date, mais c'était vraiment bienvenu parce que, honnêtement, il aurait fallu couper énormément dans les services, alors que présentement, il n'y a pas de coupure de services. Et c'est ce qui est bon pour les citoyens de constater que malgré tout ce qui se passe présentement au niveau de la pandémie, eh bien, les services de la municipalité vont demeurer les mêmes et on va continuer de s'en assurer. Merci, M. Deschamps. Est-ce que vous aviez une deuxième question? Merci. On va maintenant poursuivre. J'invite Isabelle Ducas de La Presse à poser sa question. Oui, bonjour, Madame Parent. Vous avez répondu tout à l'heure à ma collègue du Devoir que donc la pandémie a coûté 30 millions à Longueuil. Par contre, vous avez reçu 26,9 millions en aide gouvernementale. Où avez-vous été chercher les quelques millions manquants? Bien, en fait, c'est un peu ce qu'on fait habituellement chaque année dans l'étude budgétaire, c'est qu'on a des objectifs, on a des dépenses et quand il vient le temps de finaliser le défi, bien là, on rationalise, on dit où est-ce que, dans le fond, on pourrait, au niveau des efforts d'optimisation, réussir à réduire l'empreinte pour le contribuable pour la taxe et ce qui a été fait aussi cette année en considérant l'impact global de l'effet de la pandémie, mais de toute façon, les services aussi qui sont donnés à la population continuent d'être présents. Je ne sais pas si M. Savard veut ajouter au niveau des efforts qui ont été consentis là, au niveau de l'optimisation. Exact. Ce que Mme Parent dit est tout à fait exact. Pour vous donner un chiffre, là, juste en termes d'optimisation, réduction de dépenses, là, il y a aussi un petit peu d'économie sur les intérêts. On parle de près de 5 millions qu'on a réduit là, dans les coûts pour absorber là, le différentiel que vous avez soulevé.
Merci. Peut-être une question supplémentaire. Le total du budget, 461,1 millions, c'est 13,7 millions de plus que l'année dernière. Comment vous expliquez ce montant supplémentaire? Et puis, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire un effort supplémentaire de rationalisation? En fait, ce qui est important, les grands postes qui viennent augmenter de 13 millions, là, c'est entre autres les nouveaux contrats pour le déneigement. Donc, ça, on était sur l'ensemble du territoire à renouveler les contrats de déneigement, donc qui ont été revus à la hausse de par les appels d'offres, mais aussi de par la qualité de service qu'on voulait y intégrer. Il y a aussi tout ce qui est la collecte en environnement, Des mesures sanitaires. Ils ont redoublé d'efforts pour limiter les dépenses. Je m'excuse. On vous a entendu en double, mais je ne sais pas ce qui se passait. OK. Est-ce que je reprends? OK. Donc, il y a la troisième voie des collectes de matières résiduelles qui sont aussi en implantation et qui vont se terminer pour l'ensemble du territoire. C'est un service qui est tellement attendu par la population qu'on ne pouvait pas reconsidérer le déploiement de ça. Il y a aussi toute la signalisation, l'éclairage de rue. C'est un enjeu de sécurité. Les citoyens nous interpellent à tout moment par rapport à ça. Donc, ça aussi, c'était une hausse de dépenses que l'on ne voulait pas sacrifier. Et évidemment, vous allez comprendre que l'entretien des rues, le resurfaçage, les nids de poules, ça fait partie des services qu'on ne peut pas mettre de côté en tant que municipalité, même en tant que COVID. Merci, Madame Parent. Ça fait plaisir. Merci, Madame Ducas. La prochaine question, je vais la lire pour Monsieur Philippe-Antoine Saulnier, d'ici Première Radio-Canada. Alors, la voici. Dans le domaine des loisirs, le journaliste constate que le budget est amputé de plus d'1 million de dollars par rapport à l'an dernier. Quelle part de cette réduction est-elle due à la décision de n'ouvrir qu'environ 50 % des patinoires extérieures cet hiver? Écoutez, le dossier des patinoires, je vais prendre la tribune qui m'est offerte aujourd'hui pour en parler parce que, vous le savez, présentement, nous, à Longueuil, une grande partie des patinoires sont entretenues l'hiver par des organismes. Ces organismes-là, soit ce sont des bénévoles, soit ce sont des gens qui sont payés, qui nous ont bel et bien identifié que cette année, ils avaient un problème de main-d'œuvre. Ceci est en lien aussi avec les mesures sanitaires qui nous sont imposées. D'ailleurs, on en a eu une nouvelle hier, vous le savez, concernant le hockey sur les patinoires. Ça va demander une surveillance, ça va demander des équipes pour faire respecter ces mesures sanitaires. Il faut comprendre qu'il y a des endroits où est-ce qu'il y a des équipes qui sont sur place et qui peuvent faire respecter les mesures sanitaires, mais ça prend beaucoup plus de gens qu'en temps normal. Et ça, les organismes nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas répondre à cette pression supplémentaire pour l'année 2021. Alors, est-ce que c'est souhaitable? Assurément que non, mais la réalité de la pandémie nous fait aussi très mal au niveau de ces services-là qui, je l'ai dit dès le départ aux équipes, puis M. Savard peut en témoigner, on essaie de minimiser au maximum l'impact sur les activités, surtout pour cet hiver. Mais en même temps, il faut qu'il y ait des gens qui soient là pour les entretenir, pour les superviser, puis pour surtout s'assurer que les mesures sanitaires soient respectées. Excellent, merci. On va maintenant passer à la prochaine question pour Jacques Bissonnet de Radio-Canada. Oui, bonjour, Mme Parent. Bonjour. Très bien, oui. Écoutez, vous parlez d'un répit, d'un gel de taxes, d'un répit pour les contribuables. Ça tombe bien en année électorale, soit dit en passant, là, mais s'il n'y avait pas eu la subvention du gouvernement de près de 26 millions, vous en utilisé 19 millions, vous auriez été pas mal coincé, je pense, pour équilibrer votre budget, là. Je sais, M. Savard parle d'une baisse d'intérêt, il y a des baisses, il y a un effort financier, effectivement, qui a été fait, mais sans cette subvention gouvernementale,
vous n'avez pas été en mesure d'équilibrer votre budget. Hein. Tout à fait. Et même quand le gouvernement du Québec a annoncé cette aide-là pour l'ensemble des municipalités du Québec, un journaliste lui avait posé la question, OK, mais quel répit vous donnez aux citoyens? Et là, il avait dit, bien, moi, je m'attends à ce que les municipalités fassent ce travail-là et donnent le répit aux municipalités. Alors, nous, on a entendu le message et on s'est enligné directement. C'est vrai, votre analyse, elle est tout à fait juste. Si on n'avait pas eu cette aide-là du gouvernement du Québec, le défi aurait été complètement différent et ça n'a rien à voir avec une année électorale. C'est la réalité que l'on vit aujourd'hui avec la pandémie et surtout en ligne avec l'aide qui nous a été consentie, mais avec une demande qui avait été faite du gouvernement du Québec à ce titre. Mais vous devez admettre, sur le plan politique, que ça tombe bien, quoi, en 2021. Bien, vous savez, M. Bissonnette, les enjeux politiques, quand on vit une pandémie comme celle qu'on vit aujourd'hui, sont un peu relayés sur la voie de service pour être capable de donner aux citoyens un service de qualité, des endroits pour être capable de vivre un peu de bonheur et de répit dans toute cette lourdeur, mais ou surtout prendre des responsabilités. Merci, Mme Parent. Merci. Il nous restera encore un peu de temps pour prendre d'autres questions. Je vais vous laisser quelques secondes. Si vous désirez intervenir, je vous invite à vous manifester dans la fenêtre de clavardage Zoom. Et pour ceux qui seraient en ligne par téléphone, à faire l'étoile 9. Excellent, merci. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. C'est ce qui conclut ce point de presse. Je vous souhaite une excellente fin de journée.